C'est bon ? Oui. Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc, c'est ma première assemblée générale en tant que président de l'association des directeurs immobiliers. Donc, c'est une première. Je vais, donc en vous remerciant d'être tous et toutes présents, je vous propose d'engager sans autre forme de procès une présentation du rapport moral de l'association. Donc avec le bureau, ici présent, avec les administrateurs, nous avons beaucoup travaillé autour notamment de 3 axes, de nouvelles orientations stratégiques, une ouverture sur nos partenaires et des formules de partenariat, et puis un sujet nouveau qui nous a vraiment beaucoup occupé pendant toute cette année, c'est ce qu'on appelle la communication d'influence. Alors on aura l'occasion d'y revenir plus en détail lors de la présentation du rapport d'activité, mais ça nous a beaucoup occupé et je crois de façon très utile pour l'association. Alors si j'en viens aux orientations stratégiques, donc nous avons en premier lieu lancé une enquête auprès de l'ensemble de nos adhérents pour recueillir quelles étaient leurs attentes vis-à-vis de l'association, quelle était leur vision de ce que doit être cette association. Et ensuite, avec le bureau, puis le conseil d'administration, nous avons réfléchi, travaillé pour aboutir à ce que nous vous présentons ce soir. En premier lieu, autour d'une vision. Qu'est-ce que l'ADI ? Qu'est-ce que doit être l'association des directeurs immobiliers ? Pour nous, c'est vraiment le référent de la fonction immobilière de l'entreprise, qu'elle soit privée ou publique. Et elle doit être reconnue comme telle par toutes nos parties prenantes. Et le rayonnement de la fonction immobilière, elle doit l'accompagner, y contribuer, dans les entreprises, bien sûr, et au service des entreprises dans leur écosystème plus largement. Et puis, il y a un positionnement de l'ADI qui faisait et qui fait sa force et que, bien entendu, nous renforçons, nous maintenons, qui est celui de think tank, d'explorateurs de tendances. Et il faut et c'est le cas, les directeurs immobiliers trouvent dans l'association des ressources, une plateforme d'échange, une sorte d'accélérateur pour leur formation, leur montée en compétences, leur confirmation de compétences, et qu'ils soient donc les plus efficaces possibles dans leur métier, et qu'au final, nous soyons tous influents dans nos entreprises et en dehors. Bien entendu, les parties prenantes étant l'ensemble de l'industrie immobilière, de notre écosystème. Donc ça, c'est le premier point que nous avons formulé comme ceci, qui est la vision, avec également une ambition pour les 3 prochaines années. On pense qu'il est important de renforcer la représentativité de l'association au travers de l'élargissement de sa base d'adhérents notamment, sa visibilité, sa notoriété, son influence et plus globalement ce qui est finalement la marque ADI qui doit être attrayante et il ne doit pas y avoir d'ambiguïté pour les fonctions immobilières dans les entreprises. C'est the place to be. Autre ambition, nous souhaitons ouvrir encore davantage l'association à l'écosystème, être en interaction de façon assez flexible avec nos différentes parties prenantes, que ce soit bien entendu les adhérents, les utilisateurs d'immobilier d'entreprise au sens large, mais également les membres associés qui contribuent évidemment à nos travaux, et plus généralement d'autres organisations professionnelles, et bien entendu dans l'élargissement que je mentionnais tout à l'heure, les jeunes professionnels. On a un enjeu, je pense, de rajeunissement de nos adhérents, donc c'est une des ambitions que nous nous sommes fixées.
Et puis, pour faire ça, il faut se doter de l'organisation et des ressources qui le permettent, au travers de la structuration de la délégation générale, qui fait un travail formidable qu'on découvre quand on est membre du bureau. Et je témoigne de la qualité de l'engagement des différentes personnes de la délégation générale autour de leur RENGAP. Et puis on a aussi dans les ressources imaginer différents partenariats. Et d'ailleurs, à ce titre, le club des partenaires que nous avons monté depuis un peu plus d'un an est quelque chose qui fonctionne bien et qui nous permet de démultiplier l'ensemble de nos actions. On souhaite aussi développer l'ADI vers trois cibles qui nous permettent d'élargir son assiette et sa représentativité. Le secteur public, trop peu représenté actuellement. Les PME, ETI, également encore peu représentés. Et bien entendu les régions. Et puis l'international, ce n'est pas quelque chose qu'on a mis en priorité pour la première année, mais en toile de fond, on a intérêt à trouver des formules d'échange avec nos pairs dans différents pays, en particulier en Europe. On a défini aussi avec le bureau et le conseil d'administration différents principes. Il y a une force de l'ADI qui est son positionnement institutionnel. Eh bien, en même temps, on doit le concilier avec une image de modernité, de dynamisme, d'ouverture. Introduire quelques innovations. D'ailleurs, on a l'occasion de le faire ce soir avec les votes. On a un point très fort qui est celui des savoirs, la production de haut niveau, qui nous caractérise au travers de différents événements ou publications. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu et on a une richesse, une matière qu'on a certainement intérêt à démultiplier dans la durée au service de nos adhérents. Et cette capacité de production, il faut qu'on la trouve aussi par des relais que nous aurons avec les différents membres, les partenaires, de façon à être encore plus présents qu'actuellement. Bien entendu, il y a un principe d'écoute auprès de vous, adhérents, membres de l'association, écoute auprès de l'ensemble de nos parties prenantes. Et là aussi, qu'attendent des personnes qui ne seraient pas dans l'association? Eh bien, on a à y répondre et puis à se faire connaître. Ça passe par un engagement très fort de tous les membres, bien entendu, les administrateurs, le bureau, les différentes commissions ou forums. Et on a un enjeu de partager la charge de travail, de se démultiplier et de faire en sorte que les uns et les autres portions différentes études, projets, actions de communication. Et tout ça, on doit le faire de façon assez flexible, agile, en étant dans le bon sens du terme opportuniste, en s'alliant avec d'autres acteurs qui nous proposeraient un partenariat intéressant, donc sans perdre notre ADN, notre âme, ce qui fait notre force. On a, je pense, et nous pensons, bureau et conseil d'administration, intérêt à se démultiplier pour encore plus de visibilité. Alors, quelles sont les orientations stratégiques pour l'année 2018 et les 2 années suivantes? Donc, je pense qu'il y a un fil rouge. Donc, vous l'avez compris, cette volonté d'ouverture vers nos adhérents, nos partenaires, plus généralement notre écosystème, toute l'industrie immobilière. Et trois grands thèmes dans ces orientations. Déjà, confirmer l'ADI comme un centre de ressources. Donc, comment faire en sorte que nous soyons à même de produire aussi bien en termes de qualité, en maintenant en particulier un rythme assez élevé d'événements et de publications. On a à ce titre pensé qu'on pouvait renforcer notre programme d'études par différents partenariats. On aura l'occasion de vous les présenter pour certains d'entre eux dans le compte-rendu d'activité.
Et notre image, notre reconnaissance tient à l'ensemble de nos événements de grande qualité que nous organisons. Donc ça, il faut le maintenir tout en imaginant certainement d'autres formats. Tout n'est pas écrit, mais on souhaite vous associer et associer des partenaires pour être assez créatifs sur ce sujet. Et puis, on a en deuxième point le fait de se développer, donc de renforcer notre représentativité et en particulier de s'étendre vers les acteurs publics. C'est un développement prioritaire parce que c'est assez minoritaire actuellement dans nos membres. Et pour cela, on ambitionne, on imagine et on a décidé de nous lancer dans une animation en région, de façon à drainer bien entendu des adhérents ou des entreprises, des utilisateurs d'immobilier d'entreprise, mais également tous les acteurs publics dans les territoires. Dans le développement, je reviens sur l'international. Eh bien, finalement, il y a une expertise qui est portée par notre association. Et on pense que des acteurs internationaux d'immobilier d'entreprise qui viennent s'installer en France gagneraient beaucoup de temps à adhérer, à échanger avec nous. Et réciproquement, on a tout un intérêt à organiser des échanges avec des clubs de pairs dans différents pays. Et puis, un thème qui était déjà présent dans les travaux du conseil et du bureau précédent, c'est intégrer les jeunes générations. Il y a un enjeu très fort. Tous les acteurs émergents de l'immobilier. Donc, on a cet enjeu d'animation très fort. Et puis, dernier point, qui est celui de l'influence. Donc, l'influence, c'est notamment des actions de communication pour non seulement faire connaître l'association, faire connaître qui nous sommes, ce que nous représentons, mais également porter des propositions, porter des messages, des préoccupations de l'industrie immobilière auprès des directions générales et des décideurs publics. Et cette année, on y reviendra dans le rapport d'activité. On a beaucoup travaillé, on a mis une très grande priorité à cet axe, puisque nous avons porté différentes propositions concernant des évolutions législatives. Nous avons répondu à des demandes de parlementaires, députés, qui réfléchissent, qui ont des missions que leur a confiées le gouvernement. Donc nous avons pu être présents, faire des propositions. Et en tout cas, ce rôle d'influence pour le bien général, je dirais, est une orientation très forte qui a été donnée et qui a été concrétisée, en tout cas, dès cette année 2018. Donc, je vais céder la parole à Jacques Perper, le secrétaire général, qui va embrayer. Merci. Merci Gilles. Alors je vais vous donner avant tout l'occasion de passer à l'action, puisque ça doit vous démanger d'utiliser ce fameux boîtier mystérieux. Nous allons, vous vous en doutez, devoir voter un certain nombre de résolutions, au nombre de 7. La première étant l'approbation de ce qui était le rapport moral dont Gilles nous a fait part au titre de l'exercice écoulé. Donc nous allons, pour procéder à ces votes et à ce premier vote, avoir besoin de 2 assesseurs. Y aura-t-il dans la salle 2 assesseurs qui nous permettront d'attester de la qualité et du bon déroulement du vote? Donc nous en avons 2. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom de façon à ce que... C'est bon, vous les avez? Merci beaucoup. Alors maintenant que nous avons 2 assesseurs, nous allons procéder à un test pour vérifier que vos boîtiers fonctionnent bien et vous entraîner à leur maniement. C'est Antoine qui va nous expliquer comment ça fonctionne. Bonjour. Alors l'utilisation sera assez simple. La première des manipulations qui sera effectuée sur le boîtier, donc ce sera de l'allumer en bas à droite, avec une pression en bas à droite. Vous avez les informations qui apparaissent sur l'écran, donc ça veut dire que déjà votre boîtier a des piles, fonctionne bien.
Ensuite, quand vous serez invité à voter, excusez-moi, comme vous pouvez voir sur la slide que vous avez devant vous, vous allez devoir faire un choix et ces choix sont numérotés. Donc 1 pour oui et 2 pour non. Et donc quand vous êtes invité à voter, vous pressez la touche de votre choix, excusez-moi, et vous appuyez sur Send pour valider avec l'enveloppe. C'est matérialisé par une enveloppe en haut à droite. Et vous allez avoir un petit message sur le boîtier qui va vous dire que votre vote a bien été pris en compte. Et voilà, vous allez avoir aussi, non, on l'a enlevé, donc vous n'avez plus de vote multiple, donc ce sera la seule utilisation que vous allez faire. Donc vote simple, vous faites votre choix, 1 ou 2, ça apparaît sur le boîtier et vous appuyez sur la petite touche Send pour envoyer votre vote pour qu'il soit pris en compte. Voilà. Alors oui, c'est ce qui est les questions de pouvoir, donc tout est mis directement dans le boîtier. Donc quand vous allez faire votre vote, votre choix, donc toutes vos voix vont aller directement dans le choix que vous avez sélectionné. Et je précise bien entendu que nous avons vérifié tout à l'heure que le quorum était atteint, à la fois par la présence dont je vous remercie et les pouvoirs qui nous ont été envoyés. Et le quorum étant de 75. Et nous avons une trentaine de pouvoirs. Pardon. On est à 86. Bon, c'est une bonne nouvelle. Donc je vous propose d'empoigner votre boîtier pour procéder au premier vote, qui est l'approbation du rapport moral que notre président vient de nous donner. On fait le test d'abord ? Alors, le test, c'est, on n'est pas encore sur la résolution, donc le test, c'est vous votez oui ou non, comme ça vous chante, sur une résolution qui vous traverse l'esprit, ou sur l'environnement. Voilà, il fait chaud. Allez-y, on entame le vote. Donc c'est bon, on peut considérer que le vote est stabilisé. Et donc je comprends, sous le contrôle d'Antoine, que nous avons 54 votants qui considèrent qu'il fait chaud. Avec les pouvoirs, effectivement, on est un peu plus. On est à 64 avec les pouvoirs. Et 26 personnes pour qui l'augmentation de la température ne sera pas un problème, puisque je pense que ça va chauffer encore un tout petit peu. Donc merci à tous. Donc je vous propose maintenant de passer au vrai vote, qui est l'approbation du rapport moral du président. On peut y aller. Donc je vous propose de voter oui pour l'approbation du rapport moral et non si vous le désapprouvez. Vous pouvez commencer. Apparemment, la plupart d'entre vous se sont exprimés, ou quasi-totalité d'ailleurs. Donc, première résolution, le rapport moral est approuvé. Je vous propose d'enchaîner sans tarder sur le rapport d'activité cette fois-ci, qui va nous permettre de balayer comment s'est concrétisé l'ensemble des actions évoquées par Gilles. Il en a survolé une grande partie. Que s'est-il passé depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés ? Parce que c'est ça le calcul de l'intervalle. Donc 5 conseils d'administration se sont tenus, ainsi que 2 séminaires stratégiques qui nous ont permis d'aboutir aux orientations qui vous ont été exposées. 20 bureaux ont été organisés, et les bureaux et l'organe qui permet d'assurer la continuité de ces actions et la gestion quotidienne de l'ADI.
avec, je dirais, une charge particulièrement soutenue, comme nous en témoignons tous. Et j'en profite pour remercier Lorraine Gap et Morgane Isela, qui est là, qui ne se lèvera pas pour des raisons que vous avez tous compris, et qui nous permettent d'une part d'assurer la continuité, mais également d'injecter un petit peu de modernité dans notre fonctionnement. Donc ça, on les remercie pour ça et on espère que cette tendance se confirmera. Une étape importante que Gilles a mentionnée est le souhait que nous avons eu de vous consulter pour savoir ce que, lorsqu'un adhérent s'inscrit à l'ADI, il vient y chercher. C'est quand même une question importante, puisqu'il y a pas mal d'activités. Ces activités sont-elles celles que vous souhaitez ? Avec un bon taux de réponse, nous avons pu vérifier le fait que l'ADI est effectivement reconnu par vous tous comme un producteur de contenu, et vous y participez, et un organe d'influence dans son environnement. Des contenus plutôt en phase avec ce que vous souhaitez. Donc c'est important de le vérifier régulièrement. Et vous noterez aussi que l'ambition et l'exigence de tous ces contenus pose aussi une question de ressources. Donc ça nous oblige à avoir des ressources d'excellente qualité pour assurer le déroulé de tous ces travaux. Vous voyez également que vous avez quelques souhaits supplémentaires de production pratiquement plus régulière. La bonne nouvelle aussi, c'est que nous pouvons compter sur vous, sur l'implication des adhérents, pour amplifier ces contenus. Je fais un petit zoom sur le nombre d'adhérents, c'est important. Vous pouvez constater que le nuage de points est assez sympathique, il évolue de manière très favorable, le nombre d'adhérents s'accroît, ce qui a trois conséquences majeures. La première, c'est que ça assure le rayonnement de l'ADI à travers un assez grand nombre de secteurs. Si vous avez la curiosité de feuilleter l'annuaire, vous en aurez le témoignage. C'est également un excellent facteur budgétaire en termes d'inscription, mais ce qui est le plus important, c'est que ces adhérents sont de plus en plus impliqués et c'est ça qui fait notre efficacité. Alors, si on fait une petite parenthèse budgétaire avant d'y revenir tout à l'heure. Donc vous notez que les recettes de l'ADI sont à la fois liées évidemment au nombre d'adhérents, mais également à des formules d'inscription revisitées, notamment pour les entreprises et les membres associés. Avec une tendance forte qui est que l'ADI prend un petit peu plus de risques et d'autonomie financière à travers certains événements, en passant par des formules telles que le club des partenaires. Donc c'est une évolution favorable, exigeante mais favorable, que cette autonomie-là. Et évidemment, quand vous regardez les dépenses, elles se démultiplient. Alors ça n'est pas de l'embonpoint, c'est tout simplement le reflet de l'ambition et de la démultiplication des actions que vous allez passer en revue très rapidement dans le slide suivant. Alors, 40 événements, c'est beaucoup sur une année, avec une diversité dont l'objectif est d'enrichir l'horizon des directeurs immobiliers, avec des témoignages concrets et utiles. En tout cas, j'en suis convaincu, en tant que participant. Passez en revue rapidement ces thèmes, vous en constaterez la diversité, ça va de l'immobilier de santé à l'attractivité des secteurs, l'art, le biomimétisme, etc., des visites très diverses, des événements à forte audience, comme les petits déjeuners auxquels vous avez peut-être assisté, et également un aspect veille avec un jury qui se réunit régulièrement pour détecter les talents, les tendances, les innovations du secteur, des partenariats qui se développent et une présence exigeante mais rayonnante sur des salons. Donc vous le voyez, une opportunité pour chacun d'entre vous à travers différentes formules, différents types d'événements, à des dates différentes, il y a des petits déjeuners, des dîners, des journées, d'enrichir votre univers et de satisfaire, j'espère, votre curiosité et de nourrir votre métier au quotidien. Je passe maintenant à la rubrique littéraire. Il y a des ouvrages ici qui vous paraissent bien connus, comme les deux premiers. Je les rementionne parce que leur publication s'est faite depuis la dernière Assemblée Générale,
Alors avec, vous le voyez là aussi, une grande diversité dans les approches. On s'aventure sur des terrains éditoriaux inédits comme l'immobilier public, défriché par la sagacité d'Emmanuel Charon, dont nous remercions la contribution. Et c'est un ouvrage qui nous est utile à tous, une exposition à l'immobilier public qui nous permet de comprendre beaucoup de choses. Et c'est donc un des ouvrages qui doit figurer, même s'il a aussi un format plage, sur le coin droit ou gauche de votre bureau, à côté des lieux de travail, que j'ai toujours dans ma poche, même s'il n'a pas un format de poche, ce qui vous permettra non seulement de témoigner de la sûreté de vos goûts littéraires, mais également d'avoir un vade-mecum de l'immobilier d'aujourd'hui. Cet ouvrage est un ouvrage qui est un fabuleux panorama, déroulé sous la houlette de Florence Perronneau, de l'immensité des possibilités de travailler de nos jours. Donc je vous encourage, si vous ne l'avez pas lu, à le lire et à le donner, à le distribuer. C'est un ouvrage salutaire pour notre fonction. Et également une rentrée littéraire nourrie, puisque nous aurons à la fois des travaux sur la localisation des fonctions tertiaires, qui est au cœur des débats politiques d'aujourd'hui, vous le voyez tous, la résilience des bâtiments avec un ouvrage précurseur dont nous remercions Magali, je ne sais pas si elle est là-bas, Magali Sandona, qui a une contribution majeure pour préserver notre avance dans ce domaine, et ça n'a pas de prix. Également des mises à jour, comme l'externalisation des actifs, et puis le crédit bail, sur lesquels on est en cours d'enrichissement, et une étude, je dirais, qui correspond à une préoccupation de beaucoup d'entre nous, qui est celle qui est la première du second paragraphe. Nous avons compris qu'il était important aujourd'hui de faire remonter la préoccupation immobilière dans la préoccupation des dirigeants d'entreprise. Je crois qu'on vit tous ce débat-là. Et il nous a paru utile pour cela d'avoir recours à un partenaire qui sait parler à ses dirigeants. Il s'agit de Roland Berger. Et cette étude est en cours d'élaboration et devrait nous permettre de bien nous repositionner au sein des entreprises. Je pense que c'est également salutaire. Alors, ça, je vais le survoler parce que Florence va nous en donner beaucoup plus va nous donner un éclairage beaucoup plus complet. La communication d'influence, Gilles l'a mentionné, est un axe de développement très fort. Elle se déroule d'une manière nouvelle, c'est-à-dire que nous avons passé un contrat avec un cabinet dont la spécialité sont les affaires publiques, qui nous a donné des accès à des cabinets ministériels de la nouvelle administration, qui a permis à la fois des rencontres de très haut niveau, très concrètes, mais également de positionner les vues de l'ADI sur les débats en cours, les projets de loi qui se profilent, avec 3 thèmes de travail qui font l'objet d'ateliers approfondis, encore une fois sous la direction de Florence. Vous le voyez, avec des thèmes que nous vivons tous, comme la simplification administrative et fiscale, libération du foncier, transition écologique, mais également des actions de lobbying extrêmement concrètes et avec un vrai impact qu'on peut mesurer, qui sont les recommandations à Gilles Carrez pour nous éviter de souffrir d'une nouvelle augmentation des taxes de bureau, nous l'espérons, mais également sous la houlette de Magali, un positionnement fort et une vraie influence sur la loi Elan. Ça, c'est important. Mais je laisserai Florence revenir là-dessus. Je vais passer la parole à Anne-Christine sur un thème sur lequel je suis moins à l'aise qu'elle, qui est la modernisation de notre métier. Alors ce thème, d'abord je le partage. Je le partage avec le Benjamin de notre conseil d'administration, Mehdi, qui est dans la salle, et également avec Jean-Michel Dufieux, qui a accompagné nos réflexions sur ce sujet. Alors, rajeunissement et modernité, il ne faut pas confondre. Je pense que ce qu'on cherche essentiellement, c'est la modernité et aussi un peu de rajeunissement, mais on est bien une association des directeurs immobiliers, pas des directions immobilières. On mènera peut-être une réflexion sur ce sujet, mais en tout cas aujourd'hui, c'est comme ça qu'on se positionne.
Donc cet axe, nous l'avons réfléchi par petites touches. On n'a pas envie de faire la révolution. On a juste envie de faire des petites touches de façon à donner des messages de modernité dans un monde qui change en termes de mode de communication, par exemple. On sait qu'on doit, dans les prochains mois, commencer à repenser notre site Internet. Il va falloir travailler et arbitrer, par exemple, entre une application et le site Internet qui... les usages ont évolué. L'application est un outil beaucoup plus dynamique que vous allez regarder beaucoup plus souvent. Le site Internet est plus un outil de stockage. Tout ça, il va falloir qu'on le prenne en compte dans la refonte de nos outils de communication. On a travaillé aussi sur une nouvelle lettre aux adhérents pour leur donner quelques clés de lecture à leur arrivée dans l'association, de façon tout à fait, je dirais, simple et bienveillante, mais qu'ils aient sur un petit papier quelques mots de bienvenue lorsqu'ils souscrivent à l'ADI. On travaille sur une formule de coaching qui va trouver son inauguration à la rentrée. L'idée, c'est de se dire, quelqu'un qui arrive à l'ADI, qui débute dans le métier, on sait qu'il y a de plus en plus de passages dans des métiers de façon transversale, il a peut-être besoin de support. Il y a énormément d'expérience dans cette salle, il y a énormément d'expérience à l'ADI, il y a des petits mariages à faire de façon tout à fait conviviale et informelle, mais on pense que chacun y trouvera son compte. Certains d'entre vous qui ont eu des carrières très longues et beaucoup d'expérience et qui continuent à œuvrer dans des sociétés conseils, par exemple, d'autres, mais qui peuvent, en toute neutralité et en toute discrétion, aider, je dirais, des nouveaux directeurs immobiliers à faire leurs premiers pas et à les mettre en garde devant les embûches des débutants s'ils viennent d'autres fonctions. Dans cette petite offre, on va aussi réfléchir très probablement à des formules d'abonnement, on fera ça à la rentrée, autour je dirais, de binômes, c'est-à-dire un directeur immobilier, son poulain, ou un poulain tournant, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir une formule d'abonnement avec un directeur immobilier et quelqu'un qu'il souhaiterait amener aux événements de l'ADI, soit de façon tournante, soit de façon régulière. Ça reste encore à définir. Voilà, des toutes petites touches. Ce qui va nous occuper, enfin ce qui va surtout occuper Mehdi, puisqu'il a relevé des défis avec Morgane et Jean-Michel, c'est tous les travaux autour des modes de communication entre l'application et le site web. Et on va continuer à mettre en œuvre ces petites touches. Vous avez vu que l'identité visuelle a un petit peu changé. On va continuer dans ce sens-là. Bon, on est passé au boîtier d'électronique. Au-delà du gadget, ça nous fait gagner du temps aussi de parole par rapport à du temps de dépouillement. Donc, on va continuer dans ce sens-là. Voilà, je laisse la parole à Luc, je crois. Est-ce que vous êtes prêt à m'accompagner pour mémoriser une centaine de chiffres en 5 minutes, une centaine de montants? Lorraine, nous y allons. Je vais peut-être commencer avant de présenter les premiers résultats sur le budget réalisé. Vous rappelez finalement les attendus de la fonction de trésorier. C'est une fonction qui est là pour vous apporter la garantie en tant qu'Assemblée générale, au sens somme des membres, que finalement les montants que vous engagez dans l'association, que vous soyez directeur immobilier ou partenaire, sont correctement gérés en bon père de famille, que aucune dépense n'est engagée sans qu'elle soit financée. Donc c'est à cette mission que je m'attache et je vais commencer par vous présenter donc l'exécution budgétaire 2017, en commençant par les produits, en comparant en fait le réalisé par rapport à ce que nous avions budgété. Le premier poste, ce sont les cotisations. Vous voyez que nous s'atterrissons légèrement en progression. Donc, on peut considérer que sur ce poste-là, nous sommes conformes. En publicité également, ça c'est un poste qui est facile à anticiper puisque finalement, le réalisé est un petit peu connu l'année précédente, au moment où on fait le budget.
Ensuite, ce que je vous présente, c'est un changement finalement de présentation des chiffres sur ventes diverses et partenariats, où dans la mesure où nous prenons une certaine autonomie sur l'organisation des petits déjeuners, le poste vente des places pour les petits déjeuners apparaît dans la partie vente diverses, alors que précédemment, en termes de produits, c'était globalisé dans les produits partenariats. Dans les 40 000 euros en réalisé, vous avez en pratique les 4 600 euros qui correspondent à la vente des ouvrages, qui n'est pas forcément très important, et également la vente des annuaires. Au niveau des partenariats, alors globalement 40 000 plus 130 moins les 4 000, ça correspond à 165 000. On voit qu'on est un petit peu en retrait par rapport aux 190 000. Pour autant, l'écart qui est de 25 000 correspond plutôt à finalement une erreur d'anticipation d'une dépense qui était plutôt projetée sur 2017 et qui a été finalement affectée à l'exercice 2016. En termes de produits financiers, ça correspond simplement aux intérêts du livret A. En termes de produits exceptionnels, rien de particulier, c'est simplement des remboursements de frais qui ne se reproduisent pas en fait d'une année sur l'autre. Si l'on passe maintenant aux frais de fonctionnement, aux dépenses, alors, il y a une erreur sur le tableau. Si on prend la première ligne dépenses de fonctionnement, 279 en voté, nous sommes en fait en réel, si vous cherchez à faire le total pour tomber à 479 en réalisé, nous sommes à 291. Donc nous sommes... il faut que je vérifie. Je vais prendre... Non, ça doit être ça, pardon. C'est ça. Nous avions au départ une erreur de... Donc nous sommes en fait en phase, alignés sur ce que nous avions budgété. Nous avons essentiellement dans ce poste les salaires et les charges et une série de dépenses en fait, de fonctionnement diverses. Au niveau des prestations de services, également en phase. Au niveau des impôts, simplement 1 000 euros pour une prévision à 20 000 euros. Le 20 000 euros était clairement surévalué. Nous n'avions pas suffisamment appréhendé la projection en reproduisant une enveloppe que nous avions sur le budget 2016. Alors, que nous avions en fait voulu volontairement sécurisante dans le contexte finalement de passage en mode TVA. Au niveau amortissement, une optimisation qui est liée pour cette année-là à l'acquisition d'un nouveau photocopieur qui permet de passer sur des amortissements plus réduits. Ensuite, ce qui est essentiel en termes de production, peut-être un arrêt sur la ligne en vert, pour simplement signifier que les dépenses un peu charges fixes de l'association hors production représentent 60% de nos produits, de notre revenu. En sachant que malgré tout, dans ces 60%, il y a l'équipe des permanents qui contribue à la production des travaux. Mais c'est un indicateur qui est intéressant d'un point de vue gestion. Au niveau communication, études et manifestations, nous sommes un petit peu en retrait sur les éléments de prévision. Dans la partie communication, nous avons en termes de contenu essentiellement le coût de la production de l'ouvrage sur les lieux. Et sur les manifestations, je dirais un budget à réaliser qui est simplement un petit peu en deçà. Nous sommes un petit peu en deçà également sur les événements exceptionnels dans le cadre du développement de l'ADI. Et un petit poste en progression sur les associations. En fait, nous avons deux participations à associations, la Fondation Palladio et puis l'Alliance HQE-GBC. L'écart représentant en fait, l'évolution de la cotisation sur l'Alliance HQE-GBC. Donc un réel qui atterrit à 480 000 en retrait par rapport au budget, mais qui en même temps est cohérent avec un produit qui était légèrement en deçà, donc on peut passer au bilan. Nous avions présenté l'an dernier un budget en déficit pour avoir la capacité, dans ce que nous avons projeté, de financer, et avec une couverture de ce déficit porté par
un appel au livret A qu'on n'a finalement pas eu besoin d'aller chercher. Nous arrivons en fait cette année sur un résultat de 13 000 euros qui est un petit peu surabondant. On aurait pu en fait l'optimiser un petit peu pour optimiser la dépense. Néanmoins, c'est un élément qui va venir alimenter, je dirais, nos comptes type livret A. En termes de bilan actif passif, une progression d'un peu plus de 10%. Je dirais simplement qu'une des caractéristiques de notre bilan, c'est qu'il est essentiellement liquide. Il sera peut-être intéressant l'année prochaine de faire une décomposition entre les différents postes sur ce bilan. Et puis, finalement, une trésorerie, donc en liquidité, comme je l'indiquais dans le bilan, qui est assez confortable. Ça représente 300 000 euros entre livret A et compte de capitalisation. Le compte de capitalisation à lui seul couvre, pour indication, une année de charge salaire plus charge. Ce qui est un petit peu la vocation aussi de cette enveloppe de sécurité. Et le livret A est à disposition de l'Assemblée générale, du conseil d'administration, pour le cas échéant financer certains travaux ou certaines productions un petit peu exceptionnelles. On peut passer maintenant au budget qu'on vous présente pour validation. D'abord en produit, avec la comparaison avec le réalisé 2017 que je reprends. Sur les cotisations, nous allons être légèrement en progression à 322. Ça correspond aux 378 membres qu'on vous a présentés tout à l'heure. Nous pensons aujourd'hui on a une bonne visibilité pour être serein sur le fait qu'on devrait dépasser légèrement ce niveau-là. Publicité, 16 000 euros, on se situera en fait entre 13 et 16 000 euros. Au niveau vente diverses, c'est 4 600, comme on l'a vu tout à l'heure, plus environ 25 000 pour la vente des places petit déjeuner. On devrait probablement, peut-être que finalement la fréquentation des petits déjeuners, qui est encore excellente cette année, on a voulu être volontairement prudent dans ce qu'on vous présente, mais néanmoins les tendances sont très bonnes sur les fréquentations. Si ça se confirme sur le deuxième semestre, on va atterrir un petit peu au-dessus. Les partenariats, on a donc une projection déjà avec un peu plus d'expérience sur le fonctionnement du club de partenaires et on va faire un zoom tout de suite là-dessus. Une bonne accroche. Le club des partenaires présente pour l'association beaucoup de potentiel en termes de revenus. Je préfère y revenir juste après pour terminer la présentation du budget. Même chose au niveau produits financiers, essentiellement intérêt du livret A, pas de produits exceptionnels, donc un budget produit à 519. Si on peut passer sur les prévisions de charges. Dépenses de fonctionnement en légère progression, pas énormément. On a prévu de se donner un petit peu de souplesse sur la masse salariale. Vous avez certainement vu que nous avons à gérer cette année le remplacement congé de maternité de Morgane. Nous passons en fait sur une troisième permanente qui est d'un niveau en fait qui est d'un très bon niveau pour lequel on démarre à mi-temps. L'ensemble de ces éléments font qu'on a souhaité monter légèrement ce poste-là, tout en restant raisonnable. Les impôts, probablement, si on gère bien en fait, le résultat à la fin, en faisant en sorte qu'on ne se retrouve pas avec du non consommé, on devrait atterrir en dessous de 5 000 euros et j'espère bien en dessous des 2 000 euros. Amortissement, une optimisation. Alors là, en l'occurrence, ce n'est pas une optimisation, c'est plutôt un peu exceptionnel pour 2018. Nous arrivons à la fin de l'amortissement du site internet. Nous avons l'intention, comme on vous l'a présenté, de réinvestir sur la révision et le rajeunissement de ce site. Donc on aura à supporter en fait de nouveaux investissements alors probablement pas sur 2018, mais ça tombera sur 2019 et ça vous sera présenté en fait l'an prochain. Communication et études, donc le programme vous a été présenté. Je vais juste mettre un commentaire là-dessus sur certains sujets. Je pense en particulier à l'étude avec EY sur finalement l'évolution du parc tertiaire en région. On est en train de travailler sur un montage avec des partenaires spécifiques qui sortent du cadre du club des partenaires, ce qui devrait nous amener en fait à probablement ne pas consommer la totalité de cette enveloppe. Donc
nous avons au niveau du conseil d'administration là, une enveloppe disponible pour lancer dès à présent, et je pense en particulier au site internet ou d'autres actions. Là, je ne me prononce pas sur ce qui sera décidé par le conseil d'administration. Développement de l'ADI, une enveloppe, je dirais, assez conséquente. Alors, qui est essentiellement, je cherchais en fait le contenu, qui est essentiellement le poids de la communication d'influence, qui représente en fait, comme ça a été indiqué, pour l'association, un véritable axe de développement et de visibilité. Participation à associations diverses, 2 000 euros, probablement que ce sera plutôt autour de 4 000 compte tenu de ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc un budget aujourd'hui qui vous est présenté à 510 000 euros et un résultat projeté à 12 000 euros qu'on va chercher à optimiser en alignant les engagements de dépenses sur les produits. Un petit mot sur justement le club des partenaires pour vous donner une image de la situation actuelle. Nous avons donc une enveloppe de 150 000 euros qui est budgétée. Aujourd'hui, entre les grands partenaires et les partenaires qui sont cités ici, les partenaires sponsors, on est sur une enveloppe qui est proche des 160 000 euros, qui correspond d'ailleurs à ce que nous avions travaillé sur 2017. Nous avons encore, il s'agit à ce stade d'accords de principe, toutes les conventions ne sont pas signées, mais d'ores et déjà, on sait que nous avons des intérêts d'autres acteurs pour venir rejoindre ce club des partenaires et nous donner encore un petit peu plus d'air. Un petit mot, ne confondez pas ces partenaires avec les partenaires de l'événement qui financent auprès de notre organisateur, d'ailleurs que l'on remercie, Infopro Digital et le salon CIMI, qui financent cet événement et qui sont affichés en fait sur les affiches. Pardon. Voilà. J'ai fait le tour du budget 2018. Alors, je propose de vous solliciter à nouveau pour la deuxième résolution. Donc, empoignez vos boîtiers. Donc, la deuxième résolution est la suivante. Après avoir entendu le rapport financier de notre trésorier et les comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, bilan, compte de résultats, je vous propose d'approuver ce rapport financier et par la même occasion, dans la même résolution, que l'Assemblée générale ordinaire donne quitus entier et sans réserve au trésorier pour la gestion de l'exercice écoulé. Donc, si vous approuvez cette résolution, vous appuyez sur la touche 1, et si vous la désapprouvez, la touche 2. Donc, c'est parti. Rien ne va plus. Oui, je n'ai même pas voté. Bon, c'est bon. Donc, nous affichons les résultats. J'ai peur d'avoir lu 101%. Donc, les scrutateurs peuvent témoigner qu'il s'agit bien de 100% et 101 votes. Je vous en remercie et je vous propose de passer à la troisième résolution qui est l'approbation, et là c'est important pour la continuité de nos axes de travail, que l'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la présentation du budget 2018, approuve ce budget. Donc même processus, si vous approuvez ce budget, réponse 1, si vous le désapprouvez, réponse 2. Oui, il y a quelqu'un qui est sorti. C'est bon? Oui, j'ai voté. Attends, sur le deuxième, je ne sais plus.
Je ne sais plus. Excusez-moi. Donc je vous remercie. De troisième résolution, donc l'Assemblée générale a validé le budget. Je vous propose maintenant de rentrer un peu plus dans le contenu et notamment de la communication d'influence. Comme vous l'avez compris, c'est un élément important de notre évolution et je vais demander à Florence Perronneau de venir nous en dire davantage. Merci Jacques. Alors, je vais revenir très très rapidement puisque je crois que le temps imparti pour la stratégie d'influence est d'une petite dizaine de minutes. Donc je vais essayer d'être à la fois claire et concise tout en reparlant un petit peu de ce qu'est la stratégie d'influence pour l'association. Le directeur immobilier est vraiment un observateur très privilégié de la sphère économique de l'entreprise. Sa connaissance des enjeux stratégiques de son entreprise lui permet de déceler à la fois les blocages, les freins à la compétitivité et à la performance de son entreprise. C'est donc un acteur clé dans la défense des intérêts de sa société sur plusieurs plans, et je n'en prendrai que 3, économique, environnemental et social. Ce dernier rôle est d'ailleurs très fortement mis en avant dans la loi Pacte. Concernant la partie environnement, c'est Magali qui viendra tout à l'heure nous dire l'ensemble des mesures qu'elle a préconisées et des idées qu'elle a conduites avec son comité pour essayer d'influencer la sphère publique. Comme je vous le disais, et comme l'a dit en introduction tout à l'heure Gilles, la direction immobilière d'une entreprise n'est pas toujours reconnue de la même façon par ses directions générales. Et donc cette stratégie d'influence, elle doit être mise en œuvre à la fois à l'intérieur de l'entreprise pour faire monter en puissance les leviers que le directeur immobilier peut proposer, mais également à l'extérieur de l'entreprise. À l'intérieur, je trouve que tous les sujets qui ont été portés ces dernières années, et notamment les parutions multiples qui ont eu lieu en 2016, 2017, voire même un peu avant, qui ont adressé des sujets très importants pour les entreprises. Alors les friches industrielles et urbaines, et dans le terme d'urbain, je mets bien sûr toutes les sociétés qui, elles, n'ont pas forcément de friches industrielles, mais qui ont des ténements qui se retrouvent au centre-ville et donc qui doivent être des enjeux pour l'entreprise, mais également pour les territoires. Que ce soit le dernier livre dont on a parlé, qui est celui de la gestion de l'immobilier public, également celui sur les lieux de travail, qui ont nécessité vraiment des études à la fois longues et un regard très, très large sur les bouleversements que nous connaissons aujourd'hui et que connaissent les entreprises et les organisations. Tous ces documents, tous ces travaux font rayonner l'ADI, mais également interrogent directement les directions générales des entreprises. Donc, à ce titre-là, l'ADI a vraiment un rôle important d'apprentissage de certaines directions générales de ce que le directeur immobilier peut apporter à sa structure. Enfin, la politique d'influence auprès des pouvoirs publics, qui a été menée depuis le mois d'octobre à la suite, enfin le mois de septembre, pardon, je devrais même dire fin août de l'année 2017, qui a été assez chargée pour certains, auprès des pouvoirs publics, prend donc tout son sens dans ces problématiques qui sont adressées depuis l'automne dernier. Donc à la fois la transition énergétique, également un des points assez clés pour une entreprise qui est la fiscalité et la simplification des procédures, avec
voilà, les sujets que j'évoquerai très rapidement tout à l'heure. Et puis, bien sûr, l'aménagement du territoire, avec la loi sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, qui intéresse notamment toutes les directions immobilières qui ont à gérer des commerces. La loi Pacte, donc ce plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, qui a fait beaucoup de bruit autour des annonces et des discussions parlementaires qui sont en cours. La sollicitation également d'un rendez-vous, mais Sam Magali en parlera tout à l'heure, au CGEDD. Et puis cette note qui a été adressée très récemment, je crois la semaine dernière, par l'ADI à Gilles Carrez sur le financement du Grand Paris et la taxe sur les bureaux. Alors, à titre d'exemple, quand même, j'aimerais pouvoir vous donner quelques fruits du travail qui a été fait. Ce n'est pas simplement travailler et puis ne rien proposer, bien au contraire. En ce qui concerne donc cette taxe sur les bureaux, il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites. La première, c'était d'avoir travaillé après toute une étude très approfondie avec une dizaine d'entreprises à une proposition de grille tarifaire pour l'année 2019, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Ensuite, de faire d'autres propositions qui seraient donc de réduire les surfaces éligibles à cette assiette de taxes, en sortant les surfaces des laboratoires de R&D qui avaient été remises dans la boucle en début 2016, ainsi que toutes les surfaces de stationnement. Ces deux objets ayant fait augmenter la taxe sur les bureaux pour certaines compagnies, certaines sociétés, dont une dans laquelle j'étais à l'époque, de 30% pour l'année. Voilà, donc je pense que ce sont des propositions qui sont des propositions formelles, hein, qui ont été adressées à Gilles Carrez et qui démontrent à la fois la compréhension des enjeux pour l'entreprise, qui démontrent également à l'entreprise ce que le directeur immobilier est capable de faire en allant défendre ses propres intérêts économiques, et bien sûr au pouvoir public qui donc sont informés qu'à l'ADI, il se passe beaucoup de choses et des réflexions assez concrètes. Rapidement, concernant l'action territoriale, avant de laisser la parole à Magali sur la transition énergétique, donc, nous avons constitué un groupe de travail dans lequel j'ai regretté qu'on n'ait pas un petit peu plus de directeurs immobiliers, mais on a réalisé un événement très récemment avec un groupe de travail donc, qui comprend Emmanuel Oneil, Marine Duros, qui est doctorante à l'ENS, Charles Mantoux, qui est architecte, Arnaud Violette de Colliers pour toute la partie modélisation financière, et puis Maxence, dont je salue ici le travail qui a été fait sur la taxe sur les bureaux, mais également tout l'apport qu'il nous a donné sur ce projet, qui est un projet un peu particulier, qui est né d'une idée à la suite du travail qui avait été fait sur la revitalisation des friches, il était important qu'on puisse continuer ce travail et donc proposer à la fois sur la simplification des procédures et à la fois sur la partie taxe un procédé assez original, je pense assez innovant aussi, puisque nous allons faire des propositions et que nous allons rédiger là au mois de juillet prochain, à partir de l'étude qui aura été faite sur des terrains propriété de direction, de direction d'entreprise, de façon assez fictive et totalement dénommée pour ne pas cibler ni des terrains ni des entreprises, mais en disant voilà, le parc immobilier des entreprises qui aujourd'hui ont répondu favorablement d'ailleurs à cette demande lors de notre présentation de notre projet. Je crois que Lorraine, vous les avez reprise ici, voilà. Il s'agit donc d'Air France, d'Air Liquide, de Carrefour, de Danone, d'Engie et également d'ICF Habitat, qui, je le rappelle, est une filiale de la SNCF. Et donc, voilà, je remercie ces entreprises d'avoir apporté de façon fictive, de façon masquée, des terrains sur lesquels nous allons pouvoir travailler et avoir une force de démonstration
pour les pouvoirs publics et leur proposer, je ne vais pas entrer dans les détails, de suspendre dans un cadre réglementaire donné, avec des processus d'instruction des autorisations administratives données, de suspendre une fiscalité pour pouvoir ensuite récupérer une fiscalité à la sortie de la construction, soit de logements, soit d'activités économiques, et donc par là même avoir été très moteur sur l'emploi, de suspendre une fiscalité de façon totale sur cette revitalisation de friches pour une durée qu'on approche à peu près entre 5 ans et 6 ans, et puis inventer une nouvelle fiscalité qui va placer également l'État dans une position qui sera très positive et très partenariale avec les entreprises. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus. Je pense que quand on aura terminé notre travail, vous aurez bien sûr les informations sur ces propositions qui passeront bien évidemment au conseil d'administration. Mais je trouve que voilà, le processus est assez intéressant et nous avons, grâce au modèle qui a été construit, une idée assez précise de ce que l'État peut récupérer de façon plus positive en ayant une fiscalité incitative à la régénération de ces friches. Voilà, je passe la parole à Magali pour les travaux qu'elle a menés avec son groupe pour l'influence en matière de transition énergétique. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais passer assez vite sur la composition et l'organisation de la commission RSE de l'ADI, parce qu'elle n'a pas beaucoup changé depuis l'an dernier. C'est vrai que cette année, depuis l'été dernier, nous nous sommes beaucoup focalisés sur la communication d'influence. 1, faire connaître l'ADI. 2, développer des alliances. Et notamment, on a développé une alliance avec l'IFPEB, que vous connaissez peut-être, qui est un think tank très écouté des ministères. Donc, nous allons signer la semaine prochaine une convention de partenariat avec l'IFPEB qui mène des études assez scientifiques et de bon niveau dont nous pourrons bénéficier et auxquelles nous pourrons participer. La communication d'influence, donc on l'a attaqué l'an dernier. Donc l'an dernier, je vous avais annoncé ici même que le fameux décret tertiaire était suspendu par le Conseil d'État. Aujourd'hui, je vous annonce qu'il est purement et simplement annulé. On n'y est pour rien, hein, mais enfin, on a juste creusé un peu le fossé. Donc la communication d'influence, elle s'est organisée surtout sur 2 ministères. Donc le ministère de la Transition écologique et solidaire, Hulot, et le ministère, alors je ne sais même plus le nom exact, il y a territoire dedans, celui de Jacques Mézard. Cohésion des territoires ? Cohésion des territoires. Il faut savoir que rien que suivre les changements de nom des ministères est une veille à part entière. Donc, nous avons rencontré différentes personnes dans les cabinets, y compris à l'Élysée, à Matignon. Nous avons rencontré aussi quelques députés, notamment ceux qui siègent dans la commission développement durable de l'Assemblée. Et nous avons avant tout fait connaître l'ADI, parce que l'ADI est assez méconnue, et essayer de valoriser l'ADI en tant que porteur de la parole des utilisateurs tertiaires. Il se trouve qu'il y a un certain nombre d'entités consultatives dans lesquelles les clients finaux, et particulièrement les particuliers, sont représentés, mais les clients finaux du tertiaire, ils ne sont pas vus. Donc nous avons vraiment positionné l'ADI comme porte-parole de ces utilisateurs finaux et défendu le fait qu'il faudrait qu'on puisse être entendu et notamment avoir un siège au CSC2E, donc le Conseil supérieur de la construction et... ça y est, je l'ai perdu, pourtant je le sais par cœur. Conseil supérieur de la construction et l'efficacité énergétique, voilà. Et nous avons été entendus, et donc un retour d'expérience sur ce conseil est en cours, et nous avons bon espoir en 2019, puisque c'est les échéances que nous ont fixées les ministères, de siéger
dans ce Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. Alors, sachant que ce conseil est celui par lequel passent tous les textes de loi qui touchent justement à l'environnement et à l'efficacité énergétique et à la construction. Donc, on est en amont des textes et c'est là qu'il faut être, quoi. Alors, on y était un petit peu via le bureau du plan, en tant que membre du bureau du plan bâtiment durable, mais c'était quand même bien moins direct et on n'a pas toujours des intérêts totalement convergents à ce que défend le plan bâtiment durable. Donc si on y arrive, c'est une vraie victoire et ça sera un vrai levier pour nous parce que nous serons en amont des textes au lieu de toujours courir un peu derrière, d'essayer de récupérer les textes en amont, mais on les a pas toujours, on les a moins en amont que le CSC2E, c'est sûr. Donc sur notre axe principal qui était le fameux décret tertiaire et la loi Elan, puisqu'il est repris dans l'article 55, la loi Elan, dans son article 55, évoque le futur décret. Nous considérons que nous avons été entendus sur un certain nombre de points. Déjà, il n'y a plus d'obligation de travaux. On parle d'action de performance. On avait encore un point dur pour nous, c'est qu'on prenait en compte les actions qui étaient faites depuis 2010. Or, en tant que signataire de la charte tertiaire et un certain nombre d'acteurs parmi nos membres avaient commencé à investir avant, en application de la loi POP, si ça vous rappelle quelque chose, de 2005. Donc on a argumenté, et en fait, la bonne surprise, c'est que, alors qu'on ne l'avait pas compris, mais personne ne l'avait compris, Lorraine peut témoigner d'une conversation assez ubuesque avec la DHUP et la DIGEC. Visiblement, eux, ils pensaient avoir été super clairs, mais personne n'avait rien compris dans leur texte. En fait, l'obligation des moins 40, moins 50, moins 60% qu'on pensait devoir compter à partir de 2010, on pourra y échapper à partir du moment où on aura des bâtiments qui sont meilleurs qu'une cible qui est fixée par le décret. Donc c'est là qu'il va falloir être très vigilant pour ce décret. Mais d'ores et déjà, nous sommes bien intégrés dans les groupes de concertation qui vont démarrer en septembre pour la rédaction de ce fichu décret. Et donc nous avons bon espoir que cette fois-ci, il n'y aura pas de bichouette. Bon, je pense que je peux faire plus court. Ah oui, donc notre production, alors là c'est plus du teasing, puisque effectivement nous avons identifié un sujet émergent qui est la résilience des bâtiments tertiaires au changement climatique. C'est quelque chose qui émerge au niveau des entreprises. Certaines commencent à s'interroger sur la résilience de leurs activités au changement climatique, mais dans les activités, il y a justement les bâtiments et comment ils résistent et comment ils peuvent rebondir après des événements climatiques ou après, à des tendances lourdes qui sont par exemple l'élévation de la température moyenne, mais aussi des épisodes caniculaires plus longs et plus intenses. Sans compter effectivement les aléas graves comme des sécheresses ou des inondations, ou la montée des mers, qui est aussi une tendance lourde. Donc nous sommes interrogés, nous avons travaillé au sein de la commission et nous sommes dans la finalisation d'un petit livret qui sera fourni aux membres et qui sera présenté lors d'un petit déjeuner du 3 octobre. Voilà. Et notre objectif est vraiment d'essayer, outre d'avoir une communication d'influence efficace pour les membres de l'ADI, d'essayer de fournir aux membres de l'ADI des petits outils pragmatiques qui vous rendent service tous les jours. Donc c'est dans cette idée-là qu'on avait fourni un guide sur les certifications et démarches environnementales volontaires. C'est aussi comme ça qu'on songe en application de la loi Elan, parce qu'on fournira des guides pour l'application de la loi Elan et du fameux décret. Mais un des enjeux de cette loi, c'est le suivi énergétique. Et donc, nous voulons travailler sur les produits et services disponibles aujourd'hui sur le marché pour ces suivis énergétiques.
Je vous propose maintenant de passer à une phase complètement différente, qui est le renouvellement de notre conseil d'administration. Ce conseil est composé de 21 membres. Parmi ces 21 membres, 6 mandats arrivent à expiration, 4 dans le collège des personnes qualifiées et 2 dans le collège des utilisateurs. Dans le collège des... Ça va trop vite pour moi. Dans le collège des personnes qualifiées, vous allez revoir que les personnes dont le mandat arrive à expiration ne sont autres que... Je vous les donne dans l'ordre alphabétique. Ne sont autres que François Cangardel, Jean-Gabriel Carlier, Christian Cléré et Florence Perronneau, donc dont le mandat arrive à expiration en tant que personne qualifiée. Et dans le collège des utilisateurs en activité, vous noterez que les mandats de Gilles Allard, d'Engie et d'Emmanuel Charon du Conseil de l'immobilier de l'État arrivent également à expiration. Nous avons pour le premier collège des personnes qualifiées, alors je suis désolé, c'est très compliqué de suivre au niveau des slides, mais j'espère que le message résiduel sera clair. Pour le collège des personnes qualifiées, donc pour les 4 mandats étant à pourvoir, nous avons 4 candidats qui ne sont autres que François Cangardel, Jean-Gabriel Carlier, Christian Cléré et Florence Perronneau, autrement dit les titulaires sortants. Et je vous demande de noter qu'également pour le collège des utilisateurs en activité, nous n'avons plus que 2 candidats, puisque Gérard Lagrave a souhaité se retirer, mais nous espérons continuer à bénéficier de sa contribution, parce que je me souviens que notamment son aide sur les friches industrielles avait été plus que déterminante. Donc son candidat, Gilles Allard d'Engie et Emmanuel Charon du Conseil de l'immobilier de l'État. Par conséquent, vu la simplicité de la situation, comme le suggère notre ancien secrétaire général, je vous propose d'adopter une résolution qui consiste à procéder par un vote unique, à l'issue duquel les mandats à pourvoir seront pourvus par les candidats. C'est pour ça que, quel que soit l'ordre des slides, j'espère que la résolution est claire. Donc, je vous propose de vous prononcer sur la 4e résolution, qui consiste à valider une formule de vote unique, à l'issue desquelles les candidats pourvoiront les sièges ouverts. Mais auparavant, avant de procéder à cette validation, nous souhaiterions laisser aux candidats, de façon à ce que l'Assemblée puisse se prononcer en connaissance de cause. On le fait quand même ? Pardon ? Est-ce qu'on laisse le candidat se prononcer avant ? Non, je pense qu'il serait quand même plus légitime de laisser les candidats s'exprimer avant de voter ça me paraît quand même plus logique. Ah, il y a déjà des votes qui sont partis. Non, on me fait signe qu'on peut annuler le vote. Je pense qu'il serait quand même plus légitime pour les candidats et pour les votants de pouvoir entendre les candidats auparavant, notamment pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Donc je propose de laisser, alors je sais que c'est bref, mais ça fait partie de la modernité de l'exercice, de laisser 3 minutes à chacun des candidats pour pouvoir nous expliquer son projet et son positionnement au sein de l'ADI. Donc je ne sais pas qui est prêt. Je propose de procéder d'abord sur le collège des personnalités qualifiées. François Cangardel serait-il prêt à s'exprimer si on lui passe un micro ? J'ai l'honneur d'ouvrir les débats. Effectivement, peut-être qu'on ne se connaît pas tous. J'ai un parcours très diversifié dans tous les métiers de l'immobilier qui m'a fait atterrir, si je puis m'exprimer ainsi, à la direction d'immobilier d'ADP, qui est un métier où on est à la fois aménageur, constructeur, développeur, copromoteur, propriétaire, on fait tout.
Et je me souviens, quand je suis rentré à ce poste, j'ai été très bien accueilli à l'association des directeurs immobiliers. C'est pour ça qu'il y a 3 ans, j'avais souhaité devenir administrateur. Vous avez dans ma profession de foi les grandes lignes de ce que je propose. Bon, la continuité sur être à la force de proposition, la production des savoirs. Sur mon engagement personnel, moi, je m'impliquais pas mal sur l'installation de la fonction immobilière auprès des DG, des présidents ou des COMEX. J'avais la chance d'être au COMEX. C'est un atout fantastique. Certains d'entre nous n'y sont pas, mais ils ont l'oreille de leur président. Je crois qu'il faut qu'on se batte pour que ça continue comme ça. Sinon, je pense qu'il y a une très forte perte d'influence sur notre rôle et nos préconisations. Voilà, j'aimerais m'impliquer là-dedans. Merci François. Je ne suis pas sûr d'avoir aperçu Jean-Gabriel Carlier. Il est absent. Donc je pense que beaucoup d'entre nous le connaissons et connaissons sa contribution. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite. C'est un peu compliqué de s'exprimer pour lui. Donc je vous propose de passer la parole à Christian Clairet. Si tu veux bien, Christian, nous dire quelques mots. Merci beaucoup, Lorraine. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je ne vais pas me présenter longuement, si vous voulez bien, car j'ai présidé l'ADI pendant 6 ans, donc je crois être connu d'un certain nombre d'entre vous. J'ai, comme François, fait l'essentiel de ma carrière dans l'immobilier, avec une petite parenthèse dérogatoire dans l'aviation civile, et dirigé pas mal d'entreprises et d'établissements publics. Je me suis attaché, moi, pendant 6 ans, vous le savez, à apporter une ambition forte pour l'ADI, pour une pensée autonome de l'ADI, tout en nous maintenant ouverts, bien évidemment, au monde de nos partenaires. Et je candidate, puisque le conseil d'administration m'a fait l'honneur de me nommer président d'honneur de la situation, de l'association, pardonnez-moi, c'est une situation, me dit Jean-Pierre, pour continuer à aider l'association à rayonner, à apporter ma modeste contribution, compte tenu de mon expérience à la tête de cette association, utiliser et mettre à disposition et mon réseau et mon expérience professionnelle. Merci de votre confiance éventuelle. Merci Christian. Je propose à Florence Pernaut de nous dire quelques mots. Merci Jacques, merci Christian. Écoutez, moi j'ai passé 35 ans de ma vie professionnelle dans tous les métiers de l'immobilier. J'ai une nouvelle page qui s'ouvre après 10 ans passés comme directeur immobilier du groupe Sanofi. Et puis ces 5 dernières années auprès de Christian à l'ADI comme vice-présidente. J'ai entamé un certain nombre de réflexions avec vous tous et je serai très heureuse de pouvoir aller jusqu'au bout de ces réflexions et de propositions, notamment dans le cadre de la stratégie d'influence que nous avons commencé à mettre en place avec le conseil d'administration et le bureau, dont je remercie de leur confiance. Voilà, merci beaucoup. Merci Florence. Donc je propose maintenant aux utilisateurs en activité de s'exprimer. Gilles, puisque tu es là. Merci Jacques. Alors, moi je ne vais pas paraphraser finalement tout ce que nous avons vu sur les orientations stratégiques de l'ADI, quel est le rôle du directeur immobilier dans la stratégie et la transformation des entreprises. Je voudrais témoigner de 2 choses. D'une part, depuis 1 an, je mesure toute l'importance, tout l'enjeu de ce qu'est l'association. Et je voudrais témoigner d'une formidable aventure humaine, parce que je pense qu'on fait un travail vraiment formidable avec l'équipe de permanents de l'association, évidemment, dans la délégation générale. Je pense qu'on a, et ça doit être perceptible aussi, on capitalise sur tout l'acquis et la hauteur de la barre qui a été fixée par les équipes précédentes, et on le fait dans un esprit très, très collectif au sein d'un bureau, je crois, très, très uni et complémentaire, et avec la confiance également du conseil d'administration et de l'implication des uns ou des autres. Donc ça, c'est quelque chose que je souhaite et que j'ai envie d'amplifier et de faire vivre encore.
Et puis le deuxième point que je voulais dire, donc je suis directeur immobilier groupe d'Engie. Je suis dans l'immobilier d'entreprise depuis 18 ans seulement. Et je voulais témoigner aussi je pense que pour l'influence finalement d'une association, et je vais être très factuel, il n'est pas neutre que le directeur immobilier groupe d'une entreprise du CAC 40, rattaché à un membre du COMEX et qui pilote directement différents projets stratégiques et de transformation qui ne sont pas qu'immobiliers, mais qui sont de véritables projets d'entreprise, que ces projets soient portés par l'immobilier, est un témoignage dont l'ADI, très factuellement, peut également se prévaloir. Donc, écoutez, je serai très, très heureux de recueillir votre confiance et celle de vous tous ce soir. Merci. Merci Gilles. Je propose à Emmanuel Charon de nous dire quelques mots. C'est toujours délicat de parler après le président, donc je vais être assez bref. Je suis donc secrétaire général du Conseil de l'immobilier de l'État depuis 8 ans et membre du conseil d'administration depuis 6 ans. Et si je renouvelle ma candidature pour un nouveau mandat, c'est parce que je pense que les mondes de l'immobilier public et privé se connaissent souvent mal, ont souvent des idées préconçues les uns sur les autres, ne savent pas forcément comment dialoguer. Et durant les 2 mandats précédents, je me suis efforcé de contribuer à faire rentrer des membres de l'immobilier public au sein de l'ADI, parce que je pense qu'il y a là un vrai travail à faire et un vrai enrichissement mutuel à prévoir. Je me suis efforcé aussi de contribuer à ma modeste place avec ma plume à contribuer à ça, puisque j'ai rédigé effectivement l'ouvrage sur la gestion de l'immobilier public sous le timbre de l'association des directeurs immobiliers. Ça n'était pas neutre dans mon esprit. Et c'est voilà la raison pour laquelle je sollicite également vos mandats. Merci Emmanuel. Donc, je vous propose de procéder en 2 étapes. Donc, la première étape est de valider le processus de vote unique dans lequel les 4 candidats pourvoiront les 4 postes du collège personnes qualifiées et les 2 utilisateurs en activité candidats pourvoiront les 2 postes de ce collège. Donc, êtes-vous d'accord pour procéder de cette manière-là, c'est-à-dire à travers un vote unique? Réponse oui, numéro 1. Désapprobation, réponse 2. C'est parti. Je vois qu'il y a un effet d'expérience impressionnant, ça vote très vite maintenant. Je pense que le vote est stabilisé, on peut considérer qu'il est conclu. Donc, voici les résultats. Donc, l'Assemblée générale approuve le principe du vote unique. Je vous propose donc de passer à ce vote. Dans une première étape pour le collège des personnes qualifiées. Donc, souhaitez-vous que Florence Perronneau, François Cangardel, Jean-Gabriel Carlier et Christian Clairet pourvoient les 4 postes ouverts? 1, oui, 2, non. On peut y aller. C'est bon, nous passons au résultat. Donc, avec une belle majorité, je félicite les 4 candidats et désormais nouveaux membres à nouveau, plus exactement, du conseil d'administration, Florence Perronneau, François Cangardel, Jean-Gabriel Carlier et Christian Clairet. Nous pouvons les applaudir. Je vous propose maintenant de voter pour le collège des utilisateurs en activité. Pour lequel donc, je vous propose que
Gilles Allard de la société NJ et Emmanuel Charon du Conseil de l'immobilier de l'État pourvoient les 2 postes dont les mandats sont arrivés à expiration. Donc nous entamons le vote, si vous voulez bien. C'est bon, tout le monde s'est exprimé. Nous passons au résultat. Donc, dernière résolution, nous félicitons Gilles Allard et Emmanuel Charon pour le renouvellement de leur mandat au sein du conseil d'administration. Nous avons rattrapé notre retard grâce à la modernité du processus et votre réactivité, votre rapidité de votant, dont je vous remercie. Je passe la parole à Gilles Allard pour les questions diverses. Merci de votre confiance. Écoutez, comme l'a dit Jacques, les questions diverses, est-ce que on peut répondre collectivement à vos questions, si vous en avez ? Merci. Ça n'est pas une question, c'est juste une petite remarque. Merci aux candidats qui se sont présentés, parce qu'on sait que c'est difficile de faire vivre les associations sans les candidatures et les gens qui sont impliqués. Voilà. Merci. Bon. On n'a pas le boîtier pour dire si quelqu'un veut poser une question, oui ou non. Donc, écoutez, grand merci à tous et à toutes. Et nous pouvons clôturer la... Ah. Pardon ? On se retrouve dans 25 minutes. Nous clôturons l'Assemblée générale de l'association. Et bien entendu, nous nous retrouvons dans 25 minutes à 18h30 pour le rendez-vous annuel de l'association. Merci à tous. Et juste d'un point de vue pratique, est-ce que vous pouvez laisser vos boîtiers de vote sur les sièges ? On va les ramasser. Merci.